Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter un concept de programmation très important, à savoir les sous-programmes. En premier lieu, je vais commencer par faire une petite introduction dans laquelle je présenterai l'utilité, je mettrai en évidence l'utilité des sous-programmes et leur définition. Alors, commençons. Alors, vous avez un programme écrit en Pascal, peu importe le langage, peut-être en un autre langage, et vous avez, si on constate, donc ici, que constatez-vous, si on regarde bien ce programme, on remarque qu'il y a des instructions qui, donc instruction 1, 2, 3, 4, puis on revient à 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3. Donc on remarque qu'il y a des instructions qui se répètent à des endroits non juxtaposés. Alors quels sont les inconvénients d'un tel concept? Eh bien, premier inconvénient, c'est le programme, il est assez volumineux, surtout que si ces blocs se répètent plusieurs fois. Deuxième inconvénient le plus important, c'est la difficulté de correction et de mise à jour. Eh bien, imaginez que vous avez par exemple l'instruction numéro 2 présente une erreur et qu'on va la corriger. Donc vous serez obligé de faire le parcours de tous les programmes à la recherche de cette instruction pour la corriger. Donc c'est un travail pénible. Et surtout, il y a un risque d'oublier des instructions non corrigées et on peut même corriger ce qu'il ne faut pas corriger. Par exemple, cette instruction numéro 2, elle se trouve quelque part dans un autre contexte, donc je peux la corriger et donc je mettrai mon programme en erreur. Donc, ce sont les inconvénients majeurs. Donc, solution. Eh bien, on peut se poser la question, pour remédier à ce problème, est-ce qu'on ne peut pas utiliser les structures répétitives? Eh bien, non, car tout simplement, les instructions ne sont pas juxtaposées. S'il n'y avait pas ces instructions 4 par exemple, ou 5 et 6, donc ce bloc est, disons, se répète d'une façon successive l'un à la suite de l'autre. Dans ce cas, on peut tout simplement l'écrire une fois et on demande au système de l'exécuter autant de fois qu'il est nécessaire. Mais on n'est pas dans ce cas-là. Donc, quelle est la solution? Eh bien, on va faire recours à la notion des sous-programmes. Alors, comment on fait? Eh bien, tout simplement, on prend le bloc en question et on l'isole. On le met quelque part dans le programme, on le fait sortir du bloc d'instruction. Et on lui attribue un nouveau nom. Donc la solution, c'est écrire ces instructions dans la zone de déclaration et leur donner un nouveau nom. Donc ici, je choisis un nom SP sous-programme. Bon, alors, ce SP devient lui-même une macro-instruction, une instruction un peu grande. En réalité, je vois ici un nom simple, mais en réalité, ce nouveau nom cache derrière d'autres instructions. Donc, ce nouveau nom devient lui-même une macro-instruction, étant donné, comme je viens de le dire, qu'il cache derrière des autres instructions. Et maintenant, comment on va exécuter car finalement, on a besoin d'exécuter ces blocs. Donc, pour le faire, il suffit d'écrire maintenant le nouveau nom à leur place. Et à chaque fois où j'en ai besoin, je l'écris. Donc ici, chaque fois qu'on a besoin de ces instructions, on les appellera par cette nouvelle instruction. Donc, chaque fois où j'ai besoin, je n'ai qu'à effacer le bloc et le remplacer par ce nouveau nom. Voilà, donc qu'est-ce que je viens de faire maintenant? Eh bien, le fait d'écrire ce bloc et lui attribuer un nom, c'est la déclaration de ce SP. Je fais une déclaration. Et le fait d'écrire SP ici, dans la zone d'instruction, c'est ce qu'on appelle l'appel. Donc, on a fait un premier appel, un deuxième appel, un troisième appel, et vous pouvez, disons, l'appeler autant de fois que vous voulez. Hein. N'hésitez pas, à chaque fois que vous en aurez besoin, vous l'appelez, ne se fatiguez pas.
Ainsi, on obtient un programme moins volumineux et plus facile à corriger. Donc, pour apporter les modifications nécessaires, vous n'êtes pas obligé d'aller un peu partout pour la recherche de ces instructions, et tout simplement, vous passez directement à sa déclaration et vous y apportez les modifications en question. Donc, la correction est devenue vraiment très facile et la correction est mise à jour. Bon. On vient de définir ce qu'on appelle un sous-programme. Donc, ce que vous voyez là, c'est un sous-programme. Donc, un sous-programme, voilà, c'est un bloc d'instructions. Généralement, on est chargé d'une tâche bien précise et à laquelle on a donné un nom et ce nom devient lui-même, c'est le sous-programme et c'est lui qu'on va appeler chaque fois qu'on a besoin de la tâche en question. Voyons maintenant le système, comment il va exécuter ce bloc. Alors, voilà, donc on va commencer par l'instruction numéro 0. Donc, a priori, rien ne se passe, il va exécuter l'instruction. Mais en rencontrant SP, il va monter pour exécuter ce bloc d'instruction. Instruction 4, donc il trouve le SP, il va monter pour l'exécuter. Donc, à l'instar, c'est comme si vous avez vraiment une personne qui est chargée d'une tâche bien précise. Et à chaque fois que vous avez besoin de son service, tu n'as qu'à le demander pour qu'il réalise la tâche que vous voulez. Donc un sous-programme, c'est un bloc d'instructions auquel on a donné un nom et il est chargé d'une action bien précise, d'une tâche bien précise, et bien on fait appel à ce bloc d'instructions via le nom que vous lui avez attribué. Bon, passons maintenant pour récapituler, donner les définitions de ces sous-programmes. Alors, un sous-programme est un bloc d'instructions chargé d'une tâche bien précise et auquel on a attribué un nom. Bien sûr, ce nom-là va servir pour y accéder. Pour pouvoir exécuter un sous-programme, on a vu qu'il y a deux conditions qui devraient être remplies. Quelles sont ces deux conditions? Première condition, le sous-programme doit être défini, ou bien déclaré. Deuxième condition, le sous-programme doit être appelé. Eh bien, on ne peut pas appeler quelque chose qui n'existe pas, donc il faut qu'il soit défini. Et si on définit un sous-programme et on ne l'appelle pas, il ne va pas fonctionner tout seul. Il n'y a que les virus qui s'exécutent spontanément. Les programmes sains, on devrait les appeler. Donc ici, pour qu'on puisse exécuter un sous-programme, il faut le définir et l'appeler. La définition, combien de fois elle se fait? Combien de fois je dois définir un même sous-programme? Eh bien, une seule fois au sein d'un programme. Le sous-programme doit être appelé combien de fois? Eh bien, sans limite, autant de fois qu'il est nécessaire. Chaque fois où vous en aurez besoin, vous l'appelez. N'hésitez pas, il ne va pas protester. Bon, voilà. Exemple de sous-programme. Eh bien, normalement, la notion de sous-programme n'est pas une notion nouvelle pour vous. D'ailleurs, dès votre premier programme que vous avez écrit, vous utilisez les sous-programmes. En effet, write, c'est pas novel pour vous. Vous avez toujours utilisé cette instruction, write. Eh bien, c'est quoi write? Ben, c'est un sous-programme. Ne croyez pas que write, ce mot-là, c'est lui qui fait l'affichage. Sur write, son rôle, c'est de faire l'affichage, donc de sortir les informations à l'écran. Donc, le mot write, c'est pas lui qui fait l'affichage. Mais write, c'est le nom qu'on a donné à un bloc d'instructions qui font l'affichage. Mais write, c'est juste le nom de ce bloc.
De même pour readLn, c'est un sous-programme qui fait la lecture. De même, readLn, c'est pas lui qui fait le travail. C'est un bloc d'instructions référencié par le mot readLn. De même pour val. De même pour pause. De même pour copy. Tout ça, ce sont des sous-programmes. Des sous-programmes. Donc voilà. Alors, je fais ici un exemple, bon, de late, etc. Donc il va faire effacer une partie de champ. Donc tous ces sous-programmes, normalement, vous êtes familiarisés et vous l'avez déjà utilisé pas mal de fois dans vos programmes. Mais ce sont donc des sous-programmes. Alors, mais qu'est-ce que vraiment, comment vous utilisez ce sous-programme? Est-ce que vous l'avez défini ou bien vous l'avez utilisé? Vous l'avez appelé? Ben certainement, vous l'avez appelé. Vous n'avez pas défini vous-même ces sous-programmes. Donc, lorsque vous avez utilisé ce sous-programme, par exemple, vous êtes write, donner un réel, le readLn x, vous faites val, etc. Donc, tout ça, ce sont des appels. Vous faites des appels. Alors, la définition qu'il a fait, qui a défini ces sous-programmes? Ben, c'est lui qui a écrit le langage en question. Et si write, c'est une instruction Pascal, donc c'est lui qui a écrit le Pascal, c'est lui qui a donc défini ces sous-programmes. C'est pour cette raison on dit ce sont des sous-programmes prédéfinis ou bien des sous-programmes standards. Donc, des sous-programmes prédéfinis donc, sont prêts à être utilisés. Ce sont prêts à être utilisés. Eh bien, regardons bien l'appel. Ici, l'instruction write, on l'a écrit, on a fait write, donner un réel. readLn x, val. Mais remarquez bien, avec pause, je mis p reçoit à pause. Mais vous voyez, l'appel n'est pas de la même façon. Est-ce que je peux écrire pause directement? Est-ce que je peux écrire, au lieu d'écrire P reçoit, j'écris pause. Vous savez que lorsque je fais appel à pause, pause.12.25, elle va me retourner la position de ce point dans cette chaîne. Donc j'aurai la valeur 3. Est-ce que c'est correct d'écrire directement dans un programme, j'écris 3? Certainement, c'est faux. Donc, pause ne peut pas être appelée directement de cette manière. Ainsi que on ne peut pas appeler write de cette façon. Je ne peux pas faire R reçoit write, n'a pas de sens. Donc, il y a ici deux types d'appels. Il y a des sous-programmes qui sont appelés directement comme write. Voilà, comme write, je l'appelle directement, comme readLn, comme val. Mais il y a des sous-programmes qu'on devrait appeler à l'intérieur d'une affectation, à l'intérieur d'une expression, d'une façon générale, comme ici pour pause, je l'ai écrit directement dans l'instruction de late. Mais je ne peux pas écrire, par exemple, ch, virgule, disons, readLn, n'a pas de sens. Donc, on a deux types d'appels. Donc, on a, si vous voulez, deux sous-programmes, deux natures, deux catégories de sous-programmes qui se distinguent par leur mode d'appel. Donc, write, elle s'appelle directement, eh bien, les informaticiens les appellent procédures. Donc, voilà, on les appelle des procédures. readLn est appelé directement, on l'appelle procédure. Val, aussi on l'appelle procédure. Mais par contre, pause n'est pas une procédure, c'est une fonction. C'est une fonction. Vous voyez, le résultat de la fonction, disons, retourne dans le nom de la fonction. On verra par la suite exactement comment les choses se passent. De même pour copy, c'est une fonction, et delete, c'est une procédure. Donc, en résumé, on a deux catégories ou bien deux natures pour les sous-programmes.
en deux catégories de sous-programmes, à savoir les fonctions et les procédures. On verra par la suite les procédures et les fonctions, on va les voir en détail. Commençons par leur définition. Eh bien, un sous-programme. Je peux comparer un sous-programme à un système technique dans sa forme la plus simple. Vous savez qu'un système technique a ce qu'on appelle la main-d'œuvre d'entrée, la main-d'œuvre de sortie, et vous avez la valeur ajoutée. Donc, d'une part, vous avez les entrées, d'autre part, vous avez les sorties. Donc, nous avons les entrées et nous avons les sorties. Donc, un sous-programme, c'est en quelque sorte un système technique virtuel. Alors, on a des entrées, on a des sorties. Donc, les entrées, ce sont tout simplement les données qu'on fournit. Les sorties, ce sont les informations qu'on récupère. Et la valeur ajoutée, c'est le traitement que le sous-programme va apporter sur les données pour nous donner les informations. Alors, donc, n'importe quel sous-programme a des entrées et des sorties. Voyons ceci sur quelques exemples des sous-programmes standards. Alors, les sous-programmes. Prenons copie. Vous savez que copie, elle exige 3 paramètres. La chaîne d'où on va faire le copiage, la position du premier caractère qu'on va copier et le nombre de caractères qu'on va copier. Alors, quelles sont les entrées de copie alors? Ben, tout simplement, ce sont le CH, le P et le MB. Ce sont les données qu'on fournit au sous-programme copie pour, disons, faire le traitement. Quelle est la sortie? Est-ce que la sortie va être retournée dans CH ou bien dans P ou bien dans MB? Non. Elle va retourner dans le nom de copie, le nom même. Donc la sortie, c'est copie. D'ailleurs, lorsqu'on fait appel à copie, on met X reçoit copie. Donc le résultat retourne dans le nom du sous-programme. Donc c'est copie. Delete. Delete, c'est le sous-programme qui permet de supprimer une partie d'une chaîne. Donc on lui envoie la chaîne, on lui envoie la position du premier caractère qu'on va supprimer et le nombre de caractères qu'on va supprimer. Donc CH, P et NB, ce sont les 3 entrées de delete. Le résultat, sortie, c'est quoi? Est-ce que la sortie va retourner dans delete? Ben non, elle va retourner dans CH. J'envoie la chaîne dans un état, je la récupère dans un autre. Donc la sortie, c'est CH. Pause. Pause, je lui envoie CH1 et CH2. Donc CH1 et CH2 sont les entrées. Quelle est la sortie? La sortie, elle n'est ni dans CH1 ni dans CH2. C'est dans pause. J'aurai la position de CH1 dans CH2, dans pause même. Donc la sortie, c'est pause. SQR de X, je lui donne X, elle me donne son carré. Donc l'entrée sur X, le résultat, la sortie sera dans SQR même. STR, je lui donne X, donc STR, elle va convertir un nombre en une chaîne. Donc je lui donne X, donc l'entrée c'est X, la sortie c'est CH. Write, expression 1, expression 2, etc., etc. Donc je lui donne l'expression 1, je lui donne l'expression 2. Où est-ce qu'elle va me retourner des résultats? Quelle est la sortie de write? Est-ce qu'elle va être retournée dans l'expression 1 ou bien dans l'expression 2? Ni l'un ni l'autre. Est-ce qu'elle va retourner dans write? Non plus. Où est-ce qu'elle va retourner? Tout simplement sur l'écran. Donc la sortie de write, c'est l'écran. Pour lire.
Pour lire, j'appelle le sous-programme lire pour qu'elle me donne X. Donc, je lui donne rien. Hein, je lui donne, le sous-programme lire va me donner X. Donc, la sortie, c'est X. Quelle est l'entrée? D'où elle va apporter la valeur qu'elle va me donner? C'est à travers le clavier. Donc, l'entrée, c'est le clavier. Val, je lui donne CH. Val, elle va convertir une chaîne en un nombre. Donc, je lui donne CH. Qu'est-ce qu'elle va me retourner? La conversion de CH, donc elle va me retourner X. Et si jamais il y a une erreur aussi, elle va me le donner. Donc, la sortie de Val, c'est X et erreur. Voyons maintenant les natures de ce sous-programme. Le retour ici du résultat, c'est fait dans le nom de la fonction. Eh bien, on a dit, c'est une fonction. Delete. Le retour des résultats ne se fait pas dans le nom de la fonction. Se fait dans un paramètre. Donc, c'est une procédure. Pause. Le résultat retourne dans le nom de la fonction. Donc, c'est une fonction. SQR. STR, non. STR, le retour dans le paramètre. Donc, c'est une procédure. Écran. Donc, c'est une procédure, n'est pas dans le nom de la fonction. Donc, ici, c'est une procédure, puisque ce n'est pas le nom qui est la sortie. Et de même pour val, c'est une procédure. Donc, si on récapitule, fonction, c'est quoi? Quelle est la définition d'une fonction? Eh bien, une fonction est un sous-programme qui retourne un résultat à travers son nom. Donc, pour qu'elle soit une fonction, il faut qu'elle retourne un résultat à travers son nom. Et un seul, puisqu'elle a un seul nom. Mais elle peut retourner des résultats dans ces paramètres. Rien ne vous empêche de faire retourner un résultat à travers les paramètres d'une fonction. Mais l'essentiel, le nom, c'est lui un résultat pour qu'on puisse l'appeler dans des expressions simples. Les procédures est un sous-programme SWI qui retourne plusieurs résultats à travers ce paramètre. L'essentiel, non pas à travers son nom. Comme vous voyez ici, write, elle retourne les résultats à l'écran. Donc, ce n'est pas dans ces paramètres. L'essentiel, une procédure, disons un sous-programme est appelé procédure si le retour du résultat ne se fait pas à travers son nom. Bon, voyons maintenant comment créer nous-mêmes nos sous-programmes. Alors, pour cela, je vais partir d'un exemple et par la suite, on va généraliser. Donc, on va faire une activité, disons un petit problème qu'on va essayer de résoudre. Alors, le problème, donc écrire un algorithme qui permet de tester si deux entiers donnés sont amis ou non. Sachant que deux entiers sont amis si la somme des chiffres de l'un est égale à la somme des chiffres de l'autre. Exemple, si je prends le premier entier 125, alors la somme de ce chiffre c'est 1 plus 2 plus 5, ça fait donc 8. x2, 422, donc s2 ce sera 4 plus 2 plus 2, donc ça fait 8. Eh bien, leurs sommes donc sont égales, alors vous voyez, S1 et S2 sont donc égales, donc les nombres sont amis. Si par exemple x2 était 400, S2 ça sera 4 plus 0, ça fait donc 4, donc S1 ne sera pas égal à S2 et par conséquent, ils ne sont pas amis. Alors, voyons comment donc on va faire. Donc, je vais écrire directement l'algorithme. Je l'appelle fraternité, début, fin. Bon, ici, j'ai utilisé la syntaxe algorithmique, disons, qui n'est pas conforme à ce que vous êtes en train d'utiliser pour le moment. Bon, algorithme fraternité, début, fin. Alors, je vais commencer
par, disons, faire l'analyse, mais en écrivant directement l'algorithme. L'analyse descendante. Donc, je vais commencer par définir le résultat. Donc, mon programme, finalement, qu'est-ce qu'il va afficher? Eh bien, tout simplement, il va m'afficher un message. Ce message dépend de la comparaison entre S1 et S2. Donc, tout simplement, si S1 égale à S2, alors on va écrire ils sont amis. Sinon, ils ne sont pas amis, tout simplement. Alors, pour pouvoir faire ce traitement, j'ai besoin de S1 et S2. Donc, préalablement, je dois calculer S1 et S2. Donc, S1 égale à quoi? Eh bien, ici, je vous conseille d'une façon générale, lorsque vous êtes devant la définition d'un objet, la première chose à y penser, y a-t-il un sous-programme standard qui permet de faire, disons, qui permet de définir cet objet? Si oui, alors tant mieux, vous allez tout simplement appeler ce sous-programme et les choses sont faites. Mais sinon, et surtout si le traitement il était un peu nécessite du traitement de contrôle, eh bien vous allez définir vous-même un sous-programme et vous allez l'appeler. Donc maintenant, dans le programme principal, vous allez faire l'appel du sous-programme. Donc, je regarde ici, est-ce que j'ai un sous-programme qui calcule la somme de chiffres d'un entier? Eh bien non, je ne connais pas. Donc le traitement n'est pas simple, alors je vais définir moi-même un sous-programme qui va le faire. Alors, ce sous-programme va être de quelle nature? Une procédure ou bien une fonction? Alors, comment choisir, donc quel est disons, le critère de choix entre procédure et fonction? Bien, ça dépend du nombre de résultats retournés. Bien sûr, si votre sous-programme est appelé à retourner un seul résultat de type simple, entier, réel, caractère, booléen, chaîne, eh bien, disons, faites appel à un sous-programme. Sinon, faites appel à une procédure. Donc, dans notre cas ici, on a, notre sous-programme va nous retourner un entier. Donc, j'utilise une fonction. De préférence, j'utilise une fonction. Sachez que toujours une procédure peut servir. On peut utiliser une procédure. Mais, disons, l'appel d'une fonction, on a vu que la fonction peut être appelée d'une façon plus souple. Donc, on peut l'utiliser, par exemple, au lieu de mettre si S1 égale à S2, on peut mettre directement l'appel de la fonction à la place de S1. On verra par la suite comment. Alors, S1 va recevoir une fonction. Donc, je lui donne un nom. Alors, supposons c'est somme. Donc, choisissez des bons noms, des noms significatifs. D'ailleurs, j'aurais dû appeler en toutes lettres somme chiffre, par exemple, pour être plus précis. Donc, S1 reçoit somme. Entre parenthèses, ce sous-programme, lorsque je l'appelle, qu'est-ce que je vais lui envoyer comme entrée? C'est-à-dire, je vais calculer S1 en fonction de quoi? Eh bien, S1, elle est en fonction de X1. Lorsque, disons, on change X1, S1 change. Donc, même mathématiquement, S1, elle est une fonction de X1. Donc, je lui envoie X1. Donc, les choses est faite, disons, notre fonction va faire le travail. On va aussi faire appel pour définir S2. Donc, S2, on ne va pas chercher une autre fonction. La même fonction peut servir pour déterminer S2, il suffit de l'appeler et lui changer le paramètre. Donc, je lui donne ici le paramètre X2. Donc, S2 reçoit somme de X2. Alors, pour pouvoir donc calculer S1, j'ai besoin de X1. Donc, il fallait d'abord le définir. Alors, pour le définir, on va tout simplement le lire à travers le clavier. Donc, on va faire appel à la procédure standard lire X1. C'est une procédure prédéfinie. Et de même pour X2. Voilà donc les instructions de mon programme, de mon algorithme. Maintenant, on va passer à la déclaration. On ne peut pas utiliser des objets
s'ils ne sont pas déclarés. Je ne vais pas faire appel à quelqu'un qui n'existe pas, donc je dois le définir. Alors là, j'ai la variable x1, la variable x2, la variable, disons, s1, la variable s2 et la fonction somme. Quant à lire et écrire sont, disons, des objets standards, des sous-programmes standards. Donc, déclarons les variables, donc var x1, x2, s1, s2, qui sont des entiers, et il me reste la fonction somme. Alors, pour définir la fonction somme, donc voilà, eh bien, on commence par fonction somme. Dans la syntaxe, disons, utilisée jusqu'à maintenant avec les classes de scientifiques et même sans info, on vous utilisez defFN. Bon, là, c'est la syntaxe que nous allons utiliser prochainement. Donc, fonction somme. Entre parenthèses, eh bien, lorsque je fais appel à la fonction somme, votre fonction, je peux la considérer comme une personne chargée d'une tâche de calculer la somme de chiffres. Donc, lorsque je l'appelle en quelque sorte, c'est comme si j'ai téléphoné à cette personne. Et donc, ça va sonner chez lui. Et bien, il va attendre que vous lui fournissiez les informations qu'il va utiliser pour faire le travail. Donc, en l'appelant, je lui ai envoyé X1. Donc, ce monsieur va prendre ces informations et ces données, si vous voulez, il va l'inscrire chez lui. Donc, il va prendre un petit carnet en quelque sorte, il va indiquer la valeur que vous lui avez envoyée. Donc, ce sera tout simplement au niveau de ma fonction une case mémoire dans laquelle il va stocker temporairement la valeur que vous lui avez envoyée. Donc, je dois lui donner un nom. Alors, le nom, généralement, on doit choisir des noms significatifs. Donc, je vais mettre X tout simplement dans ce cas-là. Donc, X, c'est pour un entier, le type entier. Donc, j'ai envoyé une donnée, une entrée. Donc, j'aurai ici disons, un paramètre d'entrée de type entier. Bon, pour la fonction, on sait bien que le retour des résultats, c'est dans son nom. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on ajoute ici le type de résultat que la fonction va retourner. Donc ça, c'est l'entête de la fonction. Ses entrées et la sortie qu'elle a. Donc ici, on indique les entrées et, disons, la sortie. Nous avons un paramètre effectif, il lui correspond un paramètre formel. Alors, maintenant, la partie instruction, début-fin. Eh bien, un sous-programme, en quelque sorte, c'est le fils d'un programme. Donc, il a la même structure. Il a la partie déclaration, une partie déclaration et une partie instruction. Donc, ici, on va écrire les instructions et là, on va écrire les objets que le sous-programme va utiliser. Ces variables, ces constantes, voilà. Bon, alors commençons. Alors pour calculer la somme d'un entier, l'idée est la suivante. Donc on va initialiser une variable s à 0. Bon, on verra par la suite. Donc ici, j'ai donné ces traitements. On verra l'explication par la suite. Mais voilà, ici, si on a vu que la fonction somme, c'est le nom qui va retourner le résultat. Donc, on devrait à la fin du tout mettre somme reçoit S. Comment le système saura que S, c'est elle qui contient le résultat à retourner? Il faut l'indiquer. Donc, somme reçoit S, c'est l'action principale. Bon, voilà comment maintenant le programme sera exécuté. Bon, bien entendu, ici, on va ajouter la variable S qui a été utilisée. Donc, S, ça sera une variable spécifique à la fonction somme. Bon, alors, vous voyez, alors on va faire l'exécution. Alors, en premier lieu, notre programme, il va détecter qu'il a des variables, disons, qu'il va utiliser, donc il va le réserver en mémoire. Donc il va prendre la mémoire, la RAM, disons la RAM,
Et pour chaque variable, on a un nom et une valeur. Un nom et une valeur. Bon, bien sûr, il a un type, etc. Mais pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est le nom et la valeur. Donc, il a une variable x1, donc, bon, ce sont ce qu'on appelle ici les objets globaux. Les objets globaux, ce sont tout simplement les objets qui sont utilisés au niveau du programme principal. Alors, dans la zone mémoire, donc on aura une zone spécifique à notre programme, dans laquelle on va déclarer x1, x2, S1 et S2. Alors, quant aux valeurs, pour le moment, les zones ne sont pas identifiées. Généralement, les systèmes initialisent les variables numériques à des valeurs 0. Mais pour le moment, je ne vais pas m'intéresser. Bon, alors en faisant l'exécution, il va passer donc à la première instruction, donner x1, lire x1. Donc lire x1, c'est-à-dire vous allez taper un entier et cet entier, il va être placé dans x1. Alors supposons que j'ai tapé 235, donc on passe. Lire x2, donc je tape par exemple 126, et bien ces 126 vont être placés dans x2. On passe. Maintenant, on va faire appel à la fonction S1 et on va lui envoyer X1. Donc, que va-t-il se passer au niveau de la mémoire? Eh bien, tout simplement, mon pointeur, si vous voulez, d'exécution va passer directement à la fonction SOM. Et là, il va trouver qu'il a une variable qui s'appelle X1. Donc, il va le réserver en mémoire. Eh bien, dans la mémoire, on le divise en deux parties. Une partie pour les objets globaux et une partie pour les objets locaux. Donc, c'est ce qu'on appelle la pile. Donc, il y a une zone mémoire pour chaque, disons, pour les sous-programmes d'un programme donné. On lui réserve une zone qu'on appelle la pile, dans laquelle on va définir les objets locaux, les objets des sous-programmes. Donc, quels sont les objets que nous avons ici dans notre sous-programme? Donc, on aura ici, disons, la variable x. Mais quelle est sa valeur? La valeur de x. Elle ne va pas être définie au hasard. Donc, c'est la valeur envoyée par le programme principal. Donc, c'est x1. Donc, ce 235 sera envoyé, on aura une copie de x1 qui va être placée dans x. On passe. On a une autre variable, une variable locale. Ça, c'est le paramètre, mais ça, c'est une variable. Mais pour disons, pour la fonction, c'est la même chose. L'essentiel, sa valeur disons, est initialisée pour le paramètre. Var S, donc on va déclarer S. On passe. Bon, ici aussi, il y a des langages qui initialisent le S, les entiers à 0. Mais normalement, on ne devrait pas, disons, prendre en compte, il faut faire nos initialisations nous-mêmes. Donc S reçoit 0, donc il va mettre 0 dans S. Alors, tant que x est différent de 0, donc il va comparer la valeur de x à 0, donc 235, elle est vraiment différente de 0, donc on va entrer dans la boucle, et il va prendre x mod 10, donc on divise x, on prend le reste, donc 235 div mod 10, donc on va trouver le reste, c'est 23, et le reste c'est 5. Alors, ce 5 va être ajouté à s qui est égal à 0, donc on va avoir 5. On passe. X reçoit x div 10, donc x sera égal à 23. Fin tant que, on revient pour faire le test. Alors 23, elle est toujours différente de 0, donc on va entrer dans la boucle et on va faire x mod 10, c'est-à-dire 23 mod 10, le reste de la division par 10, c'est 3. Donc S va recevoir 3 plus le 5, donc ça devient 8. Le x reçoit x div 10, donc 23 div 10, c'est 2. Fin tant que, on retourne à tant que, disons à la condition. Donc 2 différent de 0, c'est vrai. S reçoit x mod 10, donc 2 mod 10, c'est 0, le reste c'est 2. Donc on va ajouter ces 2 à S, donc ça devient 10. Puis le x reçoit x div 10, donc c'est 0. Alors,
0 différent de 0, c'est faux. Donc on ne va pas entrer dans la boucle et on va quitter. Somme reçoit x. Alors maintenant, la valeur que vous avez ici, dans S, on va l'affecter à somme. Et puisque somme, on l'a affecté à S1, donc finalement, la valeur de S sera envoyée à S1. Donc, on aura S1 égale à 10. En quittant maintenant la fonction, que va-t-il se passer? Eh bien, toutes les variables qui ont été réservées pour la fonction somme seront éliminées de la mémoire. Donc, la mémoire sera libérée pour d'autres appels. Si on ne le fait pas, votre pile sera saturée. Chaque appel, les variables s'accumulent dans la pile, donc elle va être, disons, remplie. Donc c'est pour cette raison, on fait à chaque, lorsqu'on quitte un sous-programme, ces objets locaux seront éliminés de la mémoire. Puis on revient donc à notre programme et on passe à l'instruction suivante. Donc S2 va recevoir somme de x2, donc on va faire appel de nouveau à la fonction somme, et maintenant le x ne sera pas égal à 126, ce sera x2, donc on va avoir x égale 126. Et rebelote, donc on va entrer dans la fonction, et on va donc, disons, déclarer le S, et on va faire le traitement sur 126, donc normalement on va trouver non pas 10, mais on va trouver 9, qui va être retourné vers Est. Supposons que vous avez oublié d'écrire somme reçoit S. Le retour des résultats, vous l'avez oublié. Et pas mal d'élèves, surtout au début, ils oublient de le mettre. Que se passe-t-il? Bien, tout simplement, votre fonction va vous retourner une valeur aléatoire, n'importe quoi. Donc, vous attendiez par exemple à, disons, 10, alors que vous aurez 60 000. Vous allez vous étonner d'où ça vient cette valeur. Eh bien, tout simplement, car vous n'avez pas, ou vous avez oublié de faire le retour de résultat. Donc, un conseil, pour ne pas l'oublier, commencez avec. Directement, lorsque vous commencez à définir votre fonction, la première chose à faire, écrivez le nom de la fonction, reçoit le résultat que vous allez retourner. Et par la suite, vous allez monter pour définir ce résultat. Maintenant, nous allons généraliser. C'est-à-dire, on va voir comment appeler et comment déclarer les sous-programmes d'une façon générale. Commençons par les fonctions. Alors, donc appel. Alors, je repris le même algorithme de précédemment. Donc là, nous avons les appels. S1 reçoit somme de x1, donc c'est l'appel. Et nous allons voir la déclaration. Pour cela, j'ai utilisé aussi donc la même définition, la même déclaration que la fonction que nous avons vue précédemment. Alors, en faisant l'appel, donc je fais S1 reçoit somme de x1. Alors, lorsque j'écris S1 reçoit somme de x1, c'est comme si on a composé le numéro de téléphone d'un monsieur qui s'appelle Somme. Ce monsieur son téléphone, ça va sonner, et donc une connexion s'ouvre entre l'appelant et l'appelé. Et donc il y a un échange d'informations entre les deux, entre le programme principal et notre fonction ici. Donc l'échange va se faire dans les deux sens. On va envoyer x1 et on va retourner S. Somme reçoit S, c'est le retour de résultat. Alors, lorsque je fais appel et j'envoie x1, alors le paramètre x sera remplacé par x1. Et donc, ma fonction, en apparence,
elle travaille avec la variable x. Mais effectivement, elle travaille avec x1. Lorsque je l'appelle avec x2, elle va travailler effectivement avec x2. Mais toujours, elle travaille d'une façon explicite avec le paramètre x. Donc, elle travaille d'une façon formelle avec x et travaille d'une façon effective avec soit x1, soit x2, selon votre appel. Donc, on appelle le paramètre qui se trouve au niveau de l'appel. Paramètre au niveau de l'appel. On l'appelle paramètre effectif. En effet, car tout simplement, effectivement, la fonction travaille avec ce qu'on lui envoie. Mais le paramètre qui se trouve au niveau de la déclaration est appelé paramètre formel, puisque la fonction, en apparence et de façon catégorique, travaille avec x. Bon, alors voyons maintenant d'une façon générale. Lorsque j'appelle une fonction, j'écris le nom de la fonction, suivi entre parenthèses par les paramètres effectifs que la fonction va utiliser. Donc paramètre effectif 1, virgule, paramètre effectif 2, paramètre effectif n, etc. Ce n'est pas toujours un seul paramètre, on peut avoir plusieurs. Déjà, nous avons vu dans les fonctions standards prédéfinies, telles que par exemple copy, on a 3 paramètres. Bon, alors, voyons maintenant les différentes formes d'appel d'une fonction. Alors, ça, c'est la première forme que vous voyez. Donc, j'ai pris somme dans une affectation. Donc, la syntaxe générale de l'affectation est la suivante. Donc, l'action de l'affectation exige une variable à sa gauche et une expression à sa droite. Donc, la question, est-ce que je peux, disons, mettre par exemple, disons, la fonction dans la zone variable? Ben non, on doit la mettre dans expression. Donc S1 reçoit somme de x1, c'est de la forme, une variable reçoit une expression. Bon, c'est quoi une expression d'abord? Exemple d'expression, par exemple 30 fois 20, c'est une expression. Une expression de calcul ici, c'est une expression numérique de type entier. Donc le système calcule 30 fois 20, il nous donne le résultat. Eh bien le 30 et le 20, ce sont ce qu'on appelle les opérandes. Et l'étoile ici, c'est l'opérateur. Donc, une expression est composée par des opérandes et des opérateurs. Je prends par exemple une autre expression, par exemple, si S1 égale à S2, donc S1 égale à S2, c'est une expression. Elle a deux opérandes, S1 et S2, et l'opérateur c'est égal. Et donc, c'est une expression de type booléen, puisqu'elle va me retourner un résultat. Eh bien, donc l'appel d'une fonction se fait, comme vous voyez là, à la place de l'expression, comme opérante à la place de l'opérante. C'est-à-dire ici, au lieu de mettre par exemple 30, j'aurais dû par exemple mettre somme x1 fois somme x2. Donc là, c'est un appel correct. Voyons une autre forme d'appel. Écrire somme 105. Donc j'ai utilisé somme, l'appel de somme dans l'action écrire. Bien, qu'est-ce qu'il va faire ici le système? Bien, tout simplement, il va évaluer, il va calculer la somme. Donc, il va me retourner dans ce cas la valeur 6. Donc, c'est comme si j'ai écrit 6. Donc, aussi, c'est un appel correct. La forme générale de écrire. Écrire, normalement, c'est écrire une expression. Bon, on peut mettre plusieurs expressions là-dessus. Donc, expression 1, 2, etc., etc. Bon, écrire expression. Donc, vous voyez bien, la fonction somme, je peux la mettre là où vous avez une expression. Donc aussi, c'est un appel correct. Prenons par exemple cette forme. Lire somme 252. Somme 252, ça va donner 9.
C'est comme donc si j'ai écrit lire 9. Est-ce que ça a un sens? Normalement, lire, sa syntaxe générale, c'est lire une variable. Donc, est-ce que je peux mettre l'appel d'une fonction à la place d'une variable? Eh bien non. Pour lire, la valeur qu'on va saisir à travers du clavier, on va la mettre dans une variable. Donc, si je mets ici lire 9, est-ce que je vais mettre, par exemple, j'ai tapé 50, est-ce que 50, je vais la mettre dans 9? Ça n'a pas de sens. Donc là, c'est un appel, un faux appel. Donc lire, ça ne peut pas se faire. Donc je ne peux pas remplacer somme, je ne peux pas, disons, remplacer une variable par somme. Donc là où vous avez expression, c'est possible, mais pas variable. Somme 10. Je fais appel à la fonction somme directement. Par exemple, somme 10, ça va donner 1. Donc c'est comme si j'ai écrit 1 dans le programme. 1 toute seule n'a pas de sens. Qu'est-ce que je vais faire avec 1? Donc cette forme, c'est tout simplement, c'est une action. Donc je ne peux pas appeler donc aussi c'est une forme incorrecte d'appel. Donc je ne peux pas appeler somme de cette façon, car tout simplement c'est la forme d'une action. Donc somme n'est pas considérée une action, elle est considérée, si vous voulez, une valeur, puisqu'elle va retourner une valeur. Et une valeur, ça ne pourrait être qu'un opérande à l'intérieur d'une expression. Donc, d'une façon générale. D'ailleurs, vous voyez bien, ici vous avez si S1 égale à S2. Je peux remplacer ici, puisque S1, c'est en quelque sorte, c'est une expression. Donc ça, c'est une expression. Et S1, c'est un opérante. Donc je peux remplacer S1 par somme de X1 et S2 par somme de X2 directement. Donc je fais si somme X1 égale somme de X2, alors. Et j'enlève le S1 et le S2. Et dans ce cas, vous voyez, c'est l'avantage d'ailleurs de l'utilisation des fonctions. Je peux directement utiliser disons, vos fonctions sans passer par des variables. Je les utilise directement. Si c'était somme une procédure, je ne peux pas le faire. Donc, d'une façon générale alors, une fonction est appelée comme opérande dans une expression. Passons maintenant à la déclaration. Comment on déclare une, disons, fonction? Alors, fonction somme. Donc, d'une façon générale, on met fonction, nom de la fonction, suivi entre parenthèses par la liste de paramètres formels. Paramètre formel 1, son type, point virgule, paramètre formel 2, son type, point virgule, etc. jusqu'à paramètre formel n, type n. Attention ici, vous avez point virgule, la séparation c'est avec deux points virgules, et dans les paramètres effectifs, la séparation c'est par des virgules. Donc pf1 2 points type 1, pf2 2 points type 2. Bon, si jamais vous avez deux paramètres ou bien les mêmes paramètres ont le même type, on peut ne pas le mettre chacun. Donc je peux mettre pf1, pf2, pf2 points et le type commun qu'ils ont. Puis vous avez la partie, donc ça c'est les paramètres formels, puis vous avez le type de résultat à retourner. Donc entier, on va le mettre ici, le type résultat. Puis vous avez début, fin, et vous avez le traitement de définition du résultat. Donc ce que vous voyez ici, tant que x différent de 0, etc., c'est le traitement qui va définir le résultat qu'on va retourner. Et finalement, on doit mettre nom de la fonction reçoit le résultat à retourner. Bon, voilà, donc pour la fonction, on va passer maintenant à la procédure. Alors, pour les procédures, bon, j'ai pris le même algorithme que précédemment, mais on va lui apporter les modifications nécessaires pour mettre en disons, pour déduire comment on déclare une procédure et comment on l'appelle. Bon, alors, supposons que le sous-programme somme, on l'a défini comme étant une procédure et non pas une fonction. Alors, quelles sont les modifications qu'on devrait y apporter?
Alors, pour une fonction, vous voyez, le résultat est retourné dans le nom de la fonction. Donc, S1 reçoit somme. Mais si nous voulons donc le définir comme une procédure, on a vu qu'une procédure ne retourne pas le résultat dans le nom, mais elle retourne dans ses paramètres. Donc, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Ce S1 sera placé à l'intérieur comme paramètre effectif à la procédure. De même pour le deuxième appel. Donc j'appelle la procédure somme, je lui envoie x1 comme paramètre donc d'entrée et le S1, je récupère dans S1 le résultat du traitement. Donc ça c'est au niveau de l'appel. Au niveau de la définition, qu'est-ce qui va changer? Eh bien, au premier lieu, on ne va pas dire fonction, on va tout simplement... Bon, je m'excuse ici, donc la question qui va se poser ici, est-ce que je peux faire si somme x1,s1 égale à somme x2,s2? Est-ce que c'est possible de le faire étant donné que somme c'est une procédure? Lorsqu'elle était une fonction, c'était possible. On fait directement si somme 1, somme de x1 égale à somme de x2, on l'a vu précédemment. Mais là, ce n'est pas possible. Bien, on passe maintenant à la définition. Alors, fonction somme, ça devient procédure somme. Les paramètres. Alors ici, on a deux paramètres effectifs. Normalement, je dois avoir deux paramètres formels. Donc, x1, c'est comme entrée, et j'ai le deuxième paramètre, je l'appelle s. Les deux sont de type entier. Est-ce que maintenant la procédure a un résultat à retourner? On a dit non. Le nom n'est pas un résultat. Donc je vais enlever ce type. La variable locale S, on l'a déjà déclarée. Donc on ne va pas le déclarer deux fois. Donc je l'enlève. Le retour du résultat somme reçoit S, ça n'a pas de sens. Somme n'est pas, disons, n'a pas un type. On ne va pas retourner le résultat dans le nom du sous-programme. Donc aussi on l'enlève. Donc voilà comment on déclare une procédure. C'est beaucoup plus simple qu'une fonction. Bon, alors voyons maintenant comment le programme fonctionne. Alors nous avons x1, x2, s1, s2, donc on va réserver dans la mémoire ces variables, donc les objets globaux, les objets du programme principal. Alors vous avez x1, bon généralement c'est initialisé à 0, x2 aussi initialisé à 0, s1 à 0 et s2 aussi initialisé à 0. Par défaut, généralement, les langages initialisent les variables numériques à 0. Bon, alors maintenant, on va entrer dans la partie instruction, donner, lire x1. Donc, j'ai tapé une valeur, par exemple, de 135. Voilà, lire x2, j'ai tapé une autre valeur, c'est 126. Puis, on va faire appel à somme. Alors, en passant vers somme, qu'est-ce qu'il va faire le programme, le système? Il a la variable x et la variable s, qui sont deux variables, si vous voulez, deux objets qui appartiennent à la procédure somme. Donc, on aura dans la pile, dans les objets locaux, on aura la variable x. Quelle est sa valeur? Ce n'est pas une valeur aléatoire, sa valeur va être envoyée par le programme principal. Il va envoyer x1 à x. Donc, la valeur de x sera 235. Donc, on aura une copie de x1 qu'on va mettre dans x. Puis là, s, il va aussi être initialisé à la première valeur, à la valeur de s1, donc on aura 0 ici. Alors, faisons le travail, donc on va entrer dans la partie instruction, donc s reçoit 0. Tant que x différent de 0, donc c'est vrai, elle est différente de 0, elle est égale à 235. Donc on va faire le traitement comme précédemment, donc le s va changer, chaque fois donc le s va changer. Voilà, voilà,
Voilà, encore. Alors maintenant, voilà, donc S est égal à 10. Le X est devenu égal à 0. Donc on va quitter maintenant la boucle. Donc en quittant la boucle, on est arrivé à fin. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors S est égal à 10, on a bien fait le calcul. La somme de chiffres est bien calculée. Mais notre S1, est-ce qu'elle a changé? Ben non. Le résultat du calcul, on est en train de le mettre dans S. On n'a aucune relation avec S1. D'ailleurs, la procédure somme ne sait même pas qu'il y a une variable qui s'appelle S1. Donc elle travaille dans S. En quittant, les valeurs disparaissent, les variables locales disparaissent, et nous avons dans S1 la valeur 0. Donc, est-ce que notre procédure a fait son travail correctement? Est-ce qu'elle nous a donné ce qu'on cherche? Eh bien non. Malgré le traitement qu'elle a fait, il est correct, elle a bien fait le traitement, elle a trouvé la valeur, mais elle n'a pas retourné le résultat. Je m'attendais à trouver finalement, après avoir quitté la procédure somme, je dois avoir dans S1 la valeur 10. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, tout simplement, est-ce que vous allez croire que notre procédure somme va, disons, deviner toute seule que S est une sortie et que X est une entrée? Certainement, il faut indiquer au système, il faut lui dire que X c'est une entrée et S c'est une sortie pour qu'il puisse faire retourner les résultats. Alors, comment indiquer au système qu'il s'agit, là c'est une entrée et là c'est une sortie? Bien, tout simplement, on ajoute un mot spécial, le mot, disons, var. Donc, X, c'est une entrée, on ne met rien devant, mais S est une sortie, on doit mettre devant le mot var. Ce mot var va indiquer au système que S est une sortie, donc les valeurs vont retourner à S1. Comment les choses se passent réellement au niveau de la mémoire? Ce mot var, ce n'est pas de la magie. Certainement, il y a une explication aux choses. Alors voilà comment les choses se passent. Donc on va refaire l'exécution. Donc on a fait appel à, disons, la procédure somme avec x1, s1. Donc, alors là, ici, j'ai ajouté une autre colonne. Normalement, une variable, en plus du nom et de la valeur, elle occupe une adresse. Chaque case a une adresse. Elle occupe une case bien déterminée dans la mémoire. Donc, supposons que x1 occupe la case d'adresse 100, x2 d'adresse 102, s1 d'adresse 104. Ce sont des exemples. S2, c'est 106. Alors, en faisant appel à la procédure somme, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on aura dans la pile, supposons aussi X dans la pile, elle est dans l'adresse 500. Et le S, elle est à l'adresse 502. Alors, en faisant l'appel, donc j'ai envoyé dans le premier appel 235, donc j'aurai ici le 235. Et pour le S, le fait que nous avons ici le mot var, eh bien, on ne va pas envoyer à S sa valeur, mais on va lui envoyer son adresse. Et maintenant, lorsque on entre dans le traitement, lorsqu'on met S reçoit 0, ce n'est pas cette case qui va recevoir 0, ce n'est pas la case 502 qui va recevoir le 0. Ici, on va dire au système que, disons, c'est la case qui est pointée par SS pointe sur S1. Si vous voulez, elle pointe sur l'adresse de S1. Donc, tous les travaux qui vont se faire sur S vont se faire sur la valeur de S1. Donc, S reçoit 0, ce n'est pas la case d'adresse 502 qui va recevoir 0, mais c'est l'adresse 104 qui va recevoir 0. Puis on va faire le traitement. Donc si on entre ici, donc S reçoit X mod 10, donc on va avoir
le 235 mod 10, donc ça va être le 5. 5 plus le 0, donc on va mettre ce 0, plutôt ce 5 dans S. C'est pas dans S, c'est dans S1. Donc on aura les changements dans S1. Puis le 8, puis le 10. Alors, on termine le traitement. Alors, en quittant, disons, en arrivant à la fin, en quittant la procédure, toutes ces variables locales disparaissent et notre résultat reste bien dans S1. Donc, on a effectivement les résultats. Donc, vous voyez, le mécanisme, comment ça se fait. Maintenant, lorsqu'on appelle somme avec x2, S2, donc on aura le 126 et on aura ici l'adresse de S2. Donc, dans le jargon informatique, on dit que pour x1, le passage de paramètres est un passage par valeur. Donc, j'ai envoyé la valeur de la variable, du paramètre, et lorsque je mets ici var, le passage est dit un passage par variable. C'est-à-dire, je n'ai pas envoyé la valeur, mais j'ai envoyé en quelque sorte la variable même. Que signifie la variable même? C'est-à-dire, j'ai envoyé son adresse. Donc, le changement qui va se faire sur S, en réalité, il se fait sur la case pointée par S. Donc ici, on aura, disons, le S2 maintenant qui va changer, puisque on a l'adresse ici 106. Voilà, donc en quittant la procédure, donc tout sera perdu au niveau de la pile, on n'aura rien, tout sera effacé, mais la valeur finale, la valeur calculée par la procédure somme, reste dans la variable S2. Bien, donc voilà, maintenant on passe pour généraliser. Alors la déclaration d'une procédure, comment on les fait? Eh bien, procédure et nom de la procédure. Entre parenthèses, on va indiquer l'ensemble de paramètres formels que nous avons ici. Donc, on va mettre la liste de paramètres formels. Donc, paramètres formels 1, type 1, etc. jusqu'à type n. Il n'y a pas de type de résultat qu'on va mettre à la fin. Et autre chose, c'est que chaque paramètre, donc ici, donc chaque paramètre de sortie doit être précédé par le mot var. Donc lorsque vous faites votre déclaration, il faut penser quel est le paramètre d'entrée, quel est le paramètre de sortie. Le paramètre d'entrée, c'est le paramètre qui va amener l'information de l'appelant vers l'appelé, comme dans ce cas le X. Le X, et donc c'est une entrée, l'information vient du programme appelant vers la procédure. Par contre, pour S, l'information va circuler de l'appelé vers l'appelant. Donc, on lui ajoute un var. Puis vous avez le début et la fin. Donc là, on va mettre les instructions. Donc, instruction de définition des résultats. Donc, ce traitement-là, finalement, à quoi il va servir? Il va servir pour définir le sortie. Il utilise X pour définir S. Donc, ce traitement, c'est pour définir S. Donc, d'une façon générale, les instructions qu'on met ici, ce sont les instructions qui vont définir les résultats à retourner. Des résultats, il se peut que vous avez beaucoup de, disons, non pas un seul paramètre de sortie, il se peut qu'il y a plusieurs. Et là, on va mettre donc la zone de déclaration des objets locaux si jamais vous avez des objets à utiliser. Par exemple, ici, vous avez un compteur, par exemple, qui va parcourir une table ou bien quelque chose comme ça. Donc, on déclare les variables à l'intérieur. Maintenant, l'appel. Eh bien, l'unique forme d'appel d'une procédure, c'est le fait d'écrire directement son nom, suivi par la liste de paramètres effectifs. Bien, contrairement à une fonction qui devrait se mettre dans, disons, s'appeler à l'intérieur d'une expression, eh bien, une procédure, on l'appelle comme étant une action à part. Donc, j'écris directement son nom, suivi par la liste de paramètres effectifs. Voilà, ainsi, je viens de terminer disons, la notion de sous-programme. J'espère que la vidéo vous a été utile. Merci encore une fois et à la prochaine vidéo. Merci.